On l'a mariée jeune, puis traitée comme une esclave dans sa propre maison. Méprisée, réduite au silence, abandonnée même par son mari. Mais au fond de la douleur, elle a trouvé une aiguille, un vieux carnet, et l'envie de survivre. Elle a cousu sa dignité point par point. Aujourd'hui, celle qu'on voulait briser habille des reines, et relève des battantes. Elle n'a pas fui. Elle a transformé sa douleur en lumière point, elle appuie tambourine sur le toit en tôle. Nafissa, 19 ans, serre contre elle une petite valise usée. Elle descend d'un vieux taxi poussiéreux, les pieds trempés, le regard incertain. Elle vient d'épouser Malal, le fils unique de la famille. Mais à peine arrivée dans sa nouvelle maison, elle sent déjà le froid des regards. Sa belle-mère, Yandé, une femme au visage sec et aux yeux perçants, ne lui souhaite pas la bienvenue. Sans un mot, Yandé pointe du doigt une chambre exiguë à l'arrière de la maison. Pas de lit, juste une natte roulée, un seau et un balai. Le soir venu, alors que Nafissa veut s'asseoir à table avec les autres, Yandé la regarde de haut. Ici, c'est moi qui décide. Tu manges après tout le monde, comme une servante. Compris? Malal baisse les yeux. Il n'ose pas intervenir. Nafissa sourit tristement. Elle comprend. Ce mariage ne lui a pas ouvert les portes d'un foyer, mais d'une prison. Le lendemain à l'aube, Nafissa est réveillée par un bruit sec. Une liste accrochée à la porte de sa chambre. Écrite à la main par Yandé, elle énumère les corvées du jour. Lessive, nettoyage des latrines, cuisine, vaisselle, balayage de la cour, chaque tâche est minutée. Nafissa, en boubou simple et les mains déjà calleuses, s'exécute en silence. Dans la maison, Malal prend son petit déjeuner sans un mot pour elle. Il semble fuir son regard, absorbé par son téléphone. Sa lâcheté devient chaque jour plus pesante. Plus tard, alors qu'elle récure une marmite au fond noirci, Yandé s'approche avec une voix doucereuse. « Tu croyais que devenir ma belle-fille, c'était devenir ma fille? Tu n'es qu'une bouche en plus à nourrir. Gagne ta place ici, si tu veux rester. » Dans la cour, une voisine observe la scène discrètement depuis la palissade. Elle murmure à une autre femme. « La pauvre. Elle ne tiendra pas un mois. » Mais Nafissa, les yeux rouges de fatigue, relève la tête. Silencieusement, elle s'accroche à une idée. Elle ne fuira pas. Elle apprendra. Et elle survivra. Un samedi matin, la maison est pleine. Des parents, des voisins, et même l'imam du quartier sont réunis pour la cérémonie de bénédiction de la maison. Nafissa a tout préparé. Elle a cuisiné seule depuis l'aube, nettoyé chaque recoin, décoré la cour avec des feuilles de palmier et des fleurs. Malgré la fatigue, elle garde le sourire. Mais au moment du repas, alors qu'elle apporte le grand plat de riz, Yandé l'arrête devant tout le monde. « Pose ça là, toi. Ce n'est pas une esclave qui sert les invités dignes. » Rire gêné. Regard qui fuit. Certains invités murmurent, d'autres baissent les yeux. Nafissa reste debout, figée, le plat entre les mains. Malal ne dit rien. Il regarde ailleurs, comme s'il n'avait pas de femme. Plus tard, après le départ des invités, Nafissa s'assoit seule derrière la maison, trempée de sueur et de honte. Elle entend Yandé parler fort au téléphone. Celle-là, je vais la briser. Elle finira par partir d'elle-même. Ce genre de fille, ça n'a pas d'endurance. Nafissa essuie ses larmes avec le revers de sa manche. Elle serre les dents. Quelque chose se forge en elle. Pas de cri. Pas de vengeance. Pas encore. Juste une promesse intérieure. Je ne partirai pas. Tu verras ce que devient une fille qu'on croit faible. Les jours se suivent, longs et cruels. Nafissa est privée de tout. Elle n'a pas droit à l'argent de poche, pas le droit de rendre visite à sa propre famille, même pas le droit de téléphoner. Chaque jour, Yandé trouve un nouveau prétexte pour la rabaisser, une tâche mal faite, un regard trop insolent, ou un silence trop long. Elle mange les restes, dort sur une natte humide, et subit des remarques cinglantes du matin au soir. Malal, lui, a quitté l'ombre pour devenir complice. Il rentre tard, prétend être fatigué, et répète les mots de sa mère. « Tu dois apprendre à obéir. Ce n'est pas un hôtel ici. » Une nuit, Nafissa entend une conversation dans la chambre de Yandé. Une discussion pleine de venin. J'aurais préféré qu'il épouse Essatou, la fille du commerçant. Pas cette fille sans nom, sans fortune, sans influence. Elle est venue ici pourquoi? Pour profiter de notre nom? Nafissa étouffe un sanglot. Mais elle ne s'effondre pas. Chaque blessure devient une brique de plus dans son mur intérieur.
À l'aube, elle se lève comme d'habitude. Mais ce matin-là, elle regarde le ciel. Il y a une lumière étrange. Une lumière qui lui dit « Tiens bon, ton heure viendra ». Ce jour-là, un facteur glisse une lettre sous la porte. Elle est adressée à Nafissa, de la part de son grand frère. Yandé l'attrape avant même qu'elle n'atteigne le salon. Une lettre ? Pour toi ? De qui ? Sans attendre de réponse, elle déchire l'enveloppe d'un geste sec, lit quelques lignes à voix basse, puis déchire la feuille en 2, en 4, en 8 morceaux. Ta famille ne t'a jamais rien donné. Alors maintenant, ils n'ont rien à t'écrire. Nafissa reste figée. Ce frère, c'était sa seule attache, son seul lien avec le monde d'avant. Elle n'a même pas eu le temps de lire ces mots. Le soir, en lavant les plats dans la cour, Nafissa retrouve un morceau de papier dans la poussière. Quelques mots y sont encore lisibles. Tu es forte, nous croyons en toi. Ces mots suffisent. Juste ça. Un souffle. Une étincelle. Elle les cache précieusement dans le coin de son pagne. Ce soir-là, elle ne pleure pas. Elle écrit mentalement sa propre réponse à cette lettre jamais lue. Je suis forte. Oui. Et un jour, tout ce qu'ils m'ont volé, je le reprendrai, en mieux. Un matin, alors que Yandé part au marché avec ses amis, Nafissa se retrouve seule à la maison. Elle en profite pour fouiller dans un vieux coffre abandonné dans le couloir. À l'intérieur, des tissus oubliés, des aiguilles rouillées, et un vieux carnet de croquis. Des dessins de robes, des notes, des mesures. Une passion de jeunesse que Yandé a probablement abandonnée depuis longtemps. Nafissa est fascinée. Elle touche les pages comme on touche un trésor. Elle sait coudre un peu, mais ce carnet est un monde nouveau. Les soirs suivants, en cachette, elle découpe de petits bouts de tissu usé, rafistole de vieilles jupes, transforme des chemises oubliées en tuniques. Petit à petit, elle crée. Elle apprend. Elle imagine. Un jour, la voisine d'Axe en grave côté, Mère Fanta, passe par la cour et voit Nafissa raccommoder une robe avec une précision étonnante. « Tu fais ça toi-même, ma fille ?» Nafissa hoche timidement la tête. La vieille dame la regarde longuement, puis dit en souriant. « Tu as de l'or dans les doigts. Ne les laisse pas t'enterrer vivante. » Ce soir-là, dans l'ombre de sa chambre, Nafissa ouvre le carnet une nouvelle fois. Son cœur bat. Une idée naît. Elle ne sait pas encore comment, ni quand. Mais elle sait, ce carnet est sa clé. La rumeur court vite dans le quartier. Mère Fanta parle de Nafissa à ses amis, puis à la vendeuse de pagne, puis à la coiffeuse du coin. En quelques jours, 2 femmes frappent timidement à la porte arrière de la maison. « C'est bien toi la jeune couturière ? Celle qui a recousu la robe déchirée de Mère Fanta ?» Nafissa hésite. Mais elle dit oui. Elle propose de réparer gratuitement, juste pour s'exercer. Les femmes repartent, étonnées par sa douceur, et impressionnées par son talent. Quelques jours plus tard, l'une d'elles revient, cette fois avec un pagne neuf. « Couds-moi une robe. Tu mérites qu'on te paie. » Yandé, en entendant cela, explose. « Tu crois que tu vas ouvrir un atelier ici ? Dans ma maison ? Tu n'es même pas capable de tenir un balai correctement. » Mais Malal, pour la première fois, murmure. « Laisse-la, maman, elle ne dérange personne. » Un frisson traverse Nafissa. Ce n'est pas un vrai soutien, mais c'est une première fissure dans le mur. Le soir, seule dans sa chambre, Nafissa termine sa première robe sur commande. Elle la suspend avec fierté, la regarde comme un enfant qu'on vient de mettre au monde. Ce tissu, c'est sa revanche. Et dans un coin de la pièce, le vieux carnet repose, comme un témoin silencieux de sa renaissance. Alors que Nafissa commence à recevoir discrètement 2, puis 3 commandes par semaine, Yandé sent le vent tourner. Elle observe, jalouse, chaque pagne livré, chaque cliente qui entre par la petite porte du fond. Un soir, elle appelle Malal dans sa chambre. Sa voix est calme, mais chaque mot est un poison. Tu ne vois pas ce qu'elle fait ? Elle salit notre nom. Elle se prend pour une femme d'affaires maintenant ? Pendant que toi tu travailles comme un âne. Malal, instable, influençable, se laisse prendre au piège. Le lendemain, il surprend Nafissa en train de finir une robe. Il la bouscule violemment et crie. « Tu profites de cette maison pour te faire de l'argent ? Sans mon autorisation ?» Nafissa, abasourdie, tente de se défendre. Mais il déchire la robe devant elle, la piétine, et sort sans se retourner. Yandé, derrière la porte, esquisse un sourire. Ce soir-là, Nafissa ne mange pas. Elle ne pleure même pas. Elle reste assise dans le noir,
les morceaux de tissu entre les mains. Mais au fond d'elle, une voix monte, plus forte que la douleur. Ils peuvent détruire mes habits. Pas ma valeur. Pas mon don. Et tandis que la lune éclaire faiblement sa petite pièce, Nafissa prend un vieux drap, une aiguille, et recommence. Encore. Plus belle, plus audacieuse, plus déterminée. Une semaine plus tard, alors que Nafissa travaille en silence, une voiture noire s'arrête devant la maison. Une femme élégante en descend. C'est Awadienne, une entrepreneure locale réputée, fondatrice d'un collectif de femmes couturières. Elle a entendu parler de Nafissa grâce à une robe portée lors d'un baptême, celle qu'elle avait cousue en cachette. Yandé ouvre la porte, méfiante. « Je cherche Nafissa. C'est bien ici ?» Sans attendre, elle entre dans la cour. Nafissa, surprise, laisse tomber ses ciseaux. « C'est vous qui avez cousu cette robe blanche à volants ? C'est votre travail ?» Nafissa hésite, puis hoche la tête. « Je veux vous proposer une formation gratuite, dans notre centre. Vous avez du talent. Du feu dans les doigts. Il ne faut pas l'éteindre. » Yandé intervient brutalement. Elle n'a pas le temps. Elle est mariée. Elle a des tâches ici. Mais Awa la fixe, sans ciller. « Ce n'est pas vous que je suis venue voir. C'est elle. Et elle seule peut répondre. » Un silence pesant. Nafissa inspire profondément. Pour la première fois, elle parle fort, d'une voix claire. « Oui. J'accepte. Je viendrai. » Yandé la fusille du regard. Malal entre, alerté par les voix. Il ne dit rien, mais son visage trahit la peur. La femme qu'il pensait soumettre vient de choisir sa voie. Le lendemain, Nafissa se prépare. Un simple foulard, une robe cousue par elle-même, des papiers dans un vieux sac plastique. Elle quitte la maison sans demander la permission. Elle ne fuit pas. Elle avance. Le centre d'Awa est modeste mais vivant. D'autres femmes y cousent, échangent, rient. Des femmes comme elle. Des blessées, des battantes, des oubliées. Nafissa y trouve une sœur dans chaque regard. Pendant que Nafissa apprend, Yandé ronge son amertume. Dans le quartier, les gens commencent à parler. Non plus d'une jeune fille soumise, mais d'une femme courageuse. D'une étoile discrète qui s'élève. Une nuit, Malal, agitée, confronte sa mère. « Tu l'as poussée trop loin. Et maintenant, elle devient quelque chose que nous ne contrôlons plus. » Yandé frappe la table. « Elle me ridiculise. Dans ma maison. Tu vas l'empêcher de continuer, tu m'entends ?» Mais Malal baisse les yeux. Cette fois, il doute. L'autorité de sa mère vacille. Pendant ce temps, Nafissa reste concentrée. Elle apprend les coupes modernes, les tissus nobles, les finitions professionnelles. Chaque point cousu est un pas vers sa liberté. Un soir, alors qu'elle rentre, elle trouve ses affaires jetées dehors. Ses robes piétinées. Sa natte trempée. Mais elle ne pleure pas. Elle lève les yeux vers le ciel, prend une profonde inspiration, et murmure. « Vous pouvez me chasser d'ici. Mais vous ne pouvez plus m'effacer. » Sous les regards des voisins, Nafissa ramasse ses affaires sans dire un mot. Un pagne, des ciseaux, une robe en lambeaux. Elle les plie soigneusement, comme si chaque pièce avait encore une âme. Awadienne, informée de la situation, vient elle-même la chercher en moto. Sans un regard en arrière, Nafissa monte. Elle quitte la maison qu'il a brisée, mais pas détruite. Au centre, Awa l'installe dans une petite chambre. Simple, propre, silencieuse. Le premier endroit depuis longtemps où Nafissa peut dormir sans peur. Les semaines passent. Nafissa se transforme. Son style évolue. Son nom commence à circuler. Une grande boutique de tissus l'invite à exposer 3 de ses modèles lors d'une foire locale. Une première. Le jour de l'exposition, elle porte une robe qu'elle a cousue en hommage à sa mère disparue. Blanche, fluide, avec des broderies inspirées des pagnes traditionnelles de son village. Le public applaudit. Un journaliste lui demande « Qui vous a appris à coudre ainsi ?» Elle répond simplement « L'esclavage m'a enseigné la liberté. Chaque fil que j'ai tiré était une chaîne que je brisais. » Dans le public, une silhouette se fige. C'est Malal. Il ne dit rien. Il regarde cette femme sur scène, et comprend qu'il a perdu. Nafissa ne le voit pas. Ou peut-être que si. Mais elle ne s'arrête pas. Elle avance. Car elle sait, ce n'est que le début. Quelques mois plus tard, Nafissa est invitée à participer à un concours de jeunes créatrices africaines. Son nom figure parmi les finalistes.
Elle n'en revient pas. Mais elle reste calme. Concentrée. Elle sait que le bruit ne fait pas la force, c'est dans le silence qu'on bâtit la grandeur. À la maison de couture d'Awa, elle s'est imposée comme une référence discrète. Les nouvelles élèves la respectent. Les anciennes la soutiennent. On l'appelle désormais la fille aux aiguilles de feu. Un soir, alors qu'elle repasse une robe de défilé, Awa l'appelle doucement. Tu as reçu une lettre. Nafissa la prend, hésite. L'écriture est tremblante, maladroite. C'est celle de Yandé. Tu m'as humiliée. Tout le monde parle de toi maintenant. Ton nom résonne plus fort que le nôtre. Reviens, ma fille. Nous t'avons mal jugée. Cette maison est la tienne. Nafissa lit, sans sourciller. Puis elle déchire la lettre, lentement. Pas avec colère. Avec dignité. Elle regarde Awa et dit, presque en murmurant. Je ne suis jamais partie. J'ai simplement changé de maison. Maintenant, je vis en moi. Le lendemain, elle présente sa collection au concours. Des tenues sobres, puissantes, inspirées de sa vie d'avant. Une robe faite à partir d'un vieux rideau. Une jupe cousue avec des tissus oubliés. Un boubou qui rappelle sa première humiliation, et sa victoire. Elle ne gagne pas le concours. Mais ce jour-là, un sponsor lui tend la main. Tu as une histoire. Et c'est elle que je veux investir. 1 an plus tard. À l'entrée du quartier où elle avait été traitée comme une servante, un nouveau panneau est érigé. Atelier Nafissa Création, Couture et Formation. C'est une petite maison rénovée, lumineuse, ouverte aux jeunes filles du quartier. Celles qu'on sous-estime. Celles qu'on brise trop tôt. Celles qui n'ont ni nom, ni fortune, ni voix. Yandé passe parfois devant, cachée sous son foulard. Elle regarde en silence, ravalant sa fierté. Son fils, Malal, est retourné vivre chez un cousin. Il ne parle plus de Nafissa. Il a perdu plus qu'une épouse. Il a perdu le respect de tout un quartier. À l'intérieur de l'atelier, Nafissa enseigne. Prenez votre temps. Ne coupez pas dans la colère. Cousez dans le calme. Vos habits doivent raconter votre courage, pas votre douleur. Elle parle doucement, avec la sagesse de celles qui ont survécu au feu. Sur le mur de l'atelier, un cadre attire l'attention. Une photo en noir et blanc d'une jeune fille accroupie dans une cour, balai en main. En bas, une phrase est inscrite. On m'a traitée comme une esclave. Mais je suis devenue une lumière. La salle est silencieuse. Puis des mains applaudissent. Longuement. Larmes aux yeux. Nafissa sourit. Elle n'a pas gagné une guerre. Elle a gagné la paix. Des années plus tard, une journaliste d'un grand média africain vient interviewer Nafissa pour un documentaire sur les femmes qui ont transformé la douleur en force. Vous avez tout perdu. Vous avez été rejetée, humiliée, brisée. Et pourtant, vous êtes devenue un modèle. Comment avez-vous survécu? Nafissa, désormais plus âgée, élégante dans une tenue sobre qu'elle a elle-même conçue, regarde la caméra avec calme. On ne m'a pas seulement appris à me taire. On a tenté de me faire croire que je ne valais rien. Mais chaque tâche qu'on m'a imposée m'a préparée. Chaque insulte m'a poli. Chaque nuit passée sur une natte m'a enseigné la patience. Je n'ai pas survécu. J'ai mûri. Elle marque une pause, puis ajoute. Et aujourd'hui, ce que je couds, ce ne sont pas des vêtements. C'est de la mémoire. C'est de la revanche douce. C'est du pardon silencieux. Chaque fil, chaque point, est un rappel. On peut nous salir, mais jamais nous éteindre. La caméra s'éteint. Au mur, le même cadre, jauni par le temps, trône toujours dans l'atelier. La légende y est désormais gravée sur du tissu noble. On m'a traitée comme une esclave. Mais je suis devenue l'espoir de celle qu'on oublie. Et dehors, des jeunes filles patientent devant la porte. Elles ont les mains tremblantes, les rêves encore froissés, mais elles savent que derrière cette porte, une femme a déjà ouvert le chemin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.